8h21, bienvenue sur iTélé, on vous souhaite une belle journée, c'est l'heure de l'interview politique. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, candidat aux élections régionales en Normandie, député UDI de l'Eure, ancien ministre de la Défense. Je voudrais d'abord vous montrer ces images, vous les avez sans doute vues, ces violences à Moirans en Isère, vous voyez ici. Ouais, j'ai vu ça hier soir. Ouais. Les voitures brûlées, un restaurant saccagé, des voies de la SNCF bloquées, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'on paie très cher les faiblesses permanentes et récurrentes de l'État. Grosso modo, on paie l'autoroute A1 de la fin du mois d'août. L'État qui revient sur une décision, l'État qui permet à des gens du voyage de saccager l'autoroute A1 et de le bloquer et qui ne réagit pas. Et quelques mois plus tard, on paie la facture. On a toujours tort d'être faible. Et puis il y a une deuxième chose, parce que ça, c'est la première image. L'image, c'est celle de la destruction et de la passivité de l'État. Et de l'autre, vous avez des avocats qui sont en train de manifester au tribunal de Lille. Et là, on fait jouer les CRS à fond. Grosso modo, l'État est faible. Il y avait beaucoup de CRS hier soir. L'État, oui, d'accord, mais enfin, on n'a rien, on les a laissés saccager les choses. D'un côté, l'État est faible avec les forts, ou tout du moins ceux dont on a peur, et en même temps, l'État cherche à montrer sa force avec quelques dizaines ou centaines de manifestants au tribunal de Lille. On va en reparler des avocats. D'abord, la sortie de prison du détenu sera examinée tout à l'heure par un juge d'application des peines. Est-ce que ce détenu, puisque c'est ce qui a mis le feu aux poudres, est-ce qu'on doit lui permettre d'assister à ces obsèques pour limiter le risque de violence cet après-midi? Non mais attendez, la force de la loi, elle doit s'appliquer, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne soit libéré 24 heures si il doit être incarcéré. Enfin, écoutez, la première, j'allais dire, c'est d'abord un délinquant. Enfin, voilà, il faut quand même remettre les choses dans l'ordre. Ça me paraît la moindre des choses. Donc l'État ne doit pas être faible. C'est pas parce qu'on est délinquant qu'on n'a pas le droit d'assister à des obsèques et d'avoir une sortie de... Mais parce que vous pensez que les autres Français, ils ont le droit à une sortie de prison? Oui, pour des obsèques. Tout le temps? Oui, tout le temps. Non, c'est la loi. Pas forcément. Voilà, il faut que le juge est là pour appliquer la loi. Si la loi doit l'amener à être libéré, il doit l'être, mais il n'y a pas de raison d'avoir un régime particulier, parce que je vous rappelle qu'à Lille, la décision avait été de ne pas le libérer, et c'est le lendemain où on a réuni, un samedi matin, une cour d'appel pour inverser et infirmer le jugement. Vous voyez un peu les choses, vous voyez souvent, vous, les cours d'appel se réunir un samedi matin? Donc ce sera un mauvais message. Est-ce que la violence est devenue un instrument de négociation en France, finalement? Écoutez, ce que je vois, moi, à travers, vous disiez que j'étais candidat à campagne, c'est campagne des régionales en Normandie, c'est ce climat délétère dans lequel nous sommes. Des compatriotes qui ne respectent plus le pouvoir politique. Les mots qu'on entend sur les marchés à l'égard de François Hollande sont d'une violence que vous n'imaginez pas. Voilà, j'en considère que ça va être 18 mois de trop, qu'il ne va rien se passer pendant ces 18 mois, que le pays se délite progressivement, que nos repères sont en train de s'effondrer et les Français sont dans un état d'exaspération, j'allais dire d'acidité. Donc c'est la responsabilité de François Hollande, ces images qu'on voit? Écoutez, voilà, quand vous avez un Premier ministre qui vous parle d'autorité de l'État en permanence et de fermeté et qui l'applique à géométrie variable, ça ne peut pas aller. Un mot sur les régionales. Vous avez été ministre de la Défense entre 2007 et 2010. Jean-Yves Le Drian, ministre et candidat en Bretagne. Ça y est, c'est confirmé maintenant. Est-ce qu'on peut cumuler ce poste donc avec une candidature? Moi, je ne comprends pas bien cette histoire-là. Jean-Yves Le Drian explique que s'il est élu président de la région, il démissionnera du ministère. Pourquoi il ne le fait pas 2 mois plus tôt? Ça change quoi? Parce qu'on ne l'a jamais fait? Parce que personne. Sauf que on a un président de la République qui a appliqué une règle, il l'a d'ailleurs fait, il l'a mise en œuvre pour d'autres candidats à d'autres élections locales, qui étaient eux-mêmes au gouvernement. Je veux dire, dès lors qu'on estime que Jean-Yves Le Drian concourt pour gagner, je ne vois pas pourquoi il ne démissionne pas 2 mois plus tôt. Ça va absolument rien changer pour lui. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que pendant 2 mois, au moment où la France est engagée, comme elle n'a jamais été engagée sur les théâtres d'opérations extérieures, on voit bien qu'il y a la nécessité de nombreuses discussions internationales, dans la construction d'une éventuelle coalition, dans des réponses immédiates à des questions de sécurité.
Je ne vois pas comment on peut à la fois être sur le marché en Bretagne le matin, rencontrer les secteurs économiques le midi et s'occuper de la France à partir de 22h. Vous l'aviez où, cette double casquette en 2007? Non, j'étais pas candidat. J'ai été... Non, pendant les législatives? Non, attendez, législative, ça n'a rien à voir. C'est le jeu démocratique normal. Si vous considérez que toute personne qui est nommée au gouvernement vous étiez au lendemain d'une élection... Et ministre à la fois. Enfin, vous savez, quand vous faites campagne, quand vous avez une campagne des législatives au lendemain d'une élection présidentielle gagnée, la campagne des législatives, ça se limite à très peu de choses, surtout quand vous êtes dans un gouvernement. Rien à voir avec une campagne des régionales. Écoutez ce que disait Manuel Valls hier à l'Assemblée au sujet justement de Jean-Yves Le Drian. Chacun connaît les règles au soir de l'élection, des élections régionales au second tour. Et je ne doute pas des choix qui seront faits par Jean-Yves Le Drian. Alors, Madame la députée, cherchez d'autres querelles, allez sur les questions de fond, parlez de l'avenir de la France ici, parlez de l'avenir de la Bretagne, mais vous trouverez toujours Jean-Yves Le Drian avec son esprit, avec sa vision de la France et de la Bretagne. C'est un homme d'État. Il faut savoir de temps en temps, Madame, se mettre à ce niveau. Voilà, au-delà de cette polémique, est-ce que Jean-Yves Le Drian, pour vous, c'est un homme d'État important, c'est un bon ministre de la Défense? Est-ce que ça, vous le reconnaissez? Écoutez, non, vous m'avez souvent entendu le dire, donc je n'ai pas changé d'avis. Je pense qu'il a fait le job. Et donc, je pense qu'il y a de vrais sujets en matière de défense qui ont été mis sous le tapis et que la construction budgétaire de la défense en France sera totalement à revoir en 2017 et qu'on a laissé de grandes échéances pour le prochain président de la République, notamment toute la place du nucléaire dans nos crédits d'équipement. Mais on ne peut pas dire qu'il ait été un mauvais ministre, ça c'est clair. Hervé Morin, vous en parliez tout à l'heure, la mobilisation des avocats contre la réforme de l'aide juridictionnelle qui se poursuit. On va regarder donc ces images. C'était à Lille hier. Les avocats qui bloquaient le tribunal, ils ont été expulsés. On va aller regarder ces images et vous allez nous dire si ça vous choque. Lâchez-la! Lâchez-moi! Lâchez-la! Arrêtez! Lâchez-la! Je vous fais rien, bordel! Lâchez-moi! Lâchez-la! Lâchez-la! Lâchez-moi! Regardez ce qu'ils ont fait à ma robe! Regardez ma robe! Juste lamentable. Parce qu'on ne veut pas nous entendre, on ne veut pas nous comprendre et qu'on utilise la force parce qu'il n'y a que ça que Mme Taubira est capable de concevoir comme négociation. Je suis remonté, cette femme ment, cette femme triche et aujourd'hui cette femme cogne. Voilà, qu'elle nous explique. Voilà, les mots sont durs. Hein. Cette femme cogne, il n'y a que ça qu'elle sait faire maintenant. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vous rendez compte que, parce que vos auditeurs ne savent probablement pas ce qu'est la réforme de l'aide juridictionnelle. Vous êtes avocat, vous d'ailleurs? J'ai été avocat. Bon. En vérité, on fait payer par la profession l'aide juridictionnelle. Aide juridictionnelle qui est largement insuffisante, nous en convenons tous, qui crée les conditions d'une justice à deux vitesses. Mais en même temps, est-ce que vous connaissez beaucoup de professions qui, pour assurer un service public, à qui on dit c'est vous qui allez payer? Est-ce que vous demandez, vous, aux médecins de payer une partie de l'ordonnance? Est-ce que vous demandez de la consultation? Est-ce que vous demandez aux instituteurs de payer une partie du système éducatif? Et c'est exactement ce que Mme Taubira est en train de faire. Et donc je comprends leur colère, et je rappelle ce que je disais, c'est-à-dire que là, on expulse je ne sais combien de dizaines d'avocats qui simplement exercent leur droit à manifester, leur droit d'expression, et de l'autre, un État qui est faible face à des mouvements d'une violence inouïe. Sur Christiane Taubira, précisément, est-ce qu'il y a un problème Taubira? Est-ce que son seul langage, c'est de cogner, comme le dit le bâtonnier? Écoutez, je pense qu'elle elle est devenue une icône pour un parti socialiste en mal de gauche, en quelque sorte. Et donc elle n'existe dans le gouvernement que par cette image-là, aujourd'hui. C'est pas une cible facile, Christiane Taubira? Non, pour l'UDI, pour la droite. Et pourquoi ce serait une cible facile? Je sais pas, je vous pose la question. Et pourquoi? En vertu de quoi? Voilà. Je dis simplement, quand on garde des Sceaux, elle ne laissera pas un souvenir impérissable, c'est clair. Bernard Cazeneuve est attendu à Calais aujourd'hui. La question des migrants qui continue d'agiter le débat public. Il y a cet appel des 800 publié ce matin dans Libération. 800 personnalités qui lancent un appel pour la mise en place d'un plan d'urgence. Est-ce que la France est à la hauteur de la situation aujourd'hui? Je suis allé, moi, à Calais il y a quelques années. J'ai donc parfaitement conscience de
Ça a bien changé depuis. Hein. Oui, enfin, ça doit être toujours aussi terrible. J'en doute pas un seul instant. Et derrière tout ça, il y a tout le dysfonctionnement de l'Europe. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, il est là. Pourquoi ces migrants sont à Calais? Ils sont à Calais parce qu'il n'y a pas d'espace européen. Il n'y a pas de construction politique de l'Europe. On a des politiques... pourquoi l'Europe dysfonctionne globalement? C'est parce qu'on voit bien que sur un certain nombre de sujets, c'est l'échelon européen qui permet de régler la question, et que de l'autre, les États membres ont continué à garder par-devers eux une partie des pouvoirs. Et donc on a, sur tous les sujets, un brin d'Europe et un brin de national. Et donc ça ne marche plus. Et donc il faut qu'à un moment ou à un autre, nous ayons une construction politique de l'Europe suffisante pour que ce qui doit être exercé par les institutions européennes le soit pleinement, totalement et complètement. On a la même chose sur des sujets radicalement différents que sont par exemple les politiques de la pêche. Les quotas sont européens, mais en même temps les politiques d'application sont nationales. Donc là, concrètement, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on dit aux Anglais? Concrètement, il faut qu'on arrive à construire un espace européen commun capable de lutter contre la migration avec des moyens européens. Et donc, en fait, la thrombose, elle est à Calais parce que les Britanniques ne sont pas dans Schengen. C'est ça la question. Alors, vous parlez d'Europe, la chancelière Angela Merkel, vous savez, s'est rendue en Turquie, elle a rencontré le président Erdogan. Et pour faire simple, une sorte d'accord qui a été scellé entre elle, au nom de l'Europe, inacceptable, et le président Erdogan. Moins de réfugiés contre de l'argent, mais surtout contre une accélération du processus d'adhésion de la Turquie. C'est donnant-donnant, ça fonctionne, ça? Je trouve cette idée-là absolument loufoque. Pardon, mais Angela Merkel a été contre l'intégration de la Turquie pendant des années. Elle est empêtrée dans la gestion des flux migratoires. J'étais à Berlin il y a 15 jours pour étudier les modalités de construction du développement économique d'une région en Allemagne. Et j'en ai profité pour avoir des discussions politiques. Ce que constatent les Allemands, c'est qu'il y a des arrivées massives de réfugiés, qu'une grande partie de ces réfugiés ne sont pas des réfugiés politiques, ce sont des réfugiés économiques. Les 2/3, ce sont pour l'essentiel des gens des Balkans qui arrivent, Albanie, Kosovo, etc. Et donc, aujourd'hui, confronté à cette double problématique de l'appel d'air à l'égard des migrants de Turquie, plus à la migration économique, Angela Merkel en est arrivée à proposer l'incroyable, c'est-à-dire de dire aux Turcs, on va relancer l'intégration de la Turquie au sein de l'Union européenne, alors que l'Europe ne marche déjà pas. Si vous voulez l'effondrer complètement et la détruire complètement, c'est la meilleure des décisions à prendre. Il faut quand même savoir que si on intégrait la Turquie au sein de l'Union européenne, ce serait le premier pays d'Europe. 2,2 millions de réfugiés en Turquie, ce qui explique aussi la situation. Une image à la Courneuve, vous avez sans doute vu aussi ces images, on va les revoir. François Hollande, à quelques jours des 10 ans des émeutes en France. Regardez. Voilà, quelques applaudissements quand même, enfin surtout des huées. Vous le voyez, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'un président peut de toute façon arriver aujourd'hui en banlieue sans se faire huer? Dans toute la France. Pour François Hollande, je vous rappelle... C'était le cas pour Nicolas Sarkozy aussi à l'époque. Oui, enfin d'accord. Nicolas Sarkozy n'était pas hué systématiquement dans tout le pays. Voilà. Bon, là, François Hollande, c'est le rejet complet. Je vous rappelle que la semaine dernière, des salariés refusaient de lui serrer la main. Il n'y a pas de quartier perdu pour la République. Les Français ont le sentiment d'avoir été trompés par François Hollande et le fond du sujet, il est là. Et il n'y a pas de quartier perdu pour la République, vous êtes d'accord avec ça? Mais qu'est-ce qu'il propose? De l'argent, des financements, une agence... L'argent, ça fait des années qu'on dit la même chose, ça fait des années que les mêmes politiques... Nicolas Sarkozy parlait de terre chère. Oui, moi, je sais que derrière tout ça, il y a un sujet de fond. C'est l'échec du système éducatif français. Parce que ce que nos compatriotes de banlieue vivent, le monde rural le vit aussi. Le même sentiment qu'il y a en fait des Frances différentes et un système éducatif qui n'a jamais été aussi inégalitaire. Dis-moi d'où viennent tes parents, ce que font tes parents, et je te dirai à quelle école tu as droit. C'est ça aujourd'hui la République française. Et donc
compatriotes des banlieues le vivent plus que les autres encore. Donc vous dites ni argent, ni Karcher, vous dites éducation. En gros. Bien sûr. Vous êtes candidat en Normandie. Le thème de votre campagne, c'est la Normandie conquérante. Expliquez-nous. C'est pas un peu cliché, la Normandie conquérante? Mais non, vous voyez bien qu'on a besoin de... On a une chance historique incroyable, nous les Normands. On va être réunifiés. On va pouvoir réécrire une page nouvelle de la politique régionale de Normandie. On a... vous voyez, on change d'horizon. Et donc, il faut qu'on ait du souffle, il faut qu'on ait du dynamisme, il faut qu'on ait de l'énergie, il faut qu'on construise une stratégie de l'attractivité. Il faut qu'on fasse renaître l'identité normande, nous réapproprier notre culture, notre patrimoine, notre histoire, pour en faire un vecteur de promotion de toute l'économie normande. On a un imaginaire incroyable, nous les Normands. On est la région la plus connue du monde après la Californie. Le monde entier sait où nous sommes. Plus connu que la Bretagne. Oui, vous demandez à un chef d'entreprise normand, il vous dira que quand il dit qu'il est français, ça lui ouvre pas forcément les portes de l'exportation. Quand il dit qu'il est normand, eh bien ça lui ouvre les portes. Et donc cet imaginaire-là, il faut le construire pour porter notre économie. On n'a plus beaucoup de temps. Trois images. D'abord, Marion Maréchal-Le Pen. C'est un sondage que dévoile iTélé ce matin avec l'IFOP. Elle était à égalité avec Christian Estrosi au second tour, devant au premier tour. Marion Maréchal-Le Pen, 25 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le second tour, ça n'a pas beaucoup de sens quand on ne connaît pas le résultat du premier tour. Hein, ça, les sondeurs sur le premier tour. Et ce premier tour, ce qu'on voit surtout, c'est l'effondrement total du Parti socialiste. C'est ça le sujet. Jean-Louis Borloo, vous souhaitez qu'il revienne? Il nous manque. Il nous manque Jean-Louis. Voilà. Je veux bien qu'il revienne dans la maison UDI, c'est clair. Une dernière image, c'est celle de Retour vers le futur. Vous vous en souvenez de ça? Absolument pas. Pardon. Bon voilà, c'était il y a 30 ans, oui. cette image, et il devait arriver en 2015, c'était exactement aujourd'hui. Il y a beaucoup de ressemblances avec ce qui était prévu dans ce film. Vous l'imaginez comment la France dans 30 ans, vous? Moi, ce que je sais, c'est que parmi les facteurs d'inquiétude, il y a notamment le fait que c'est un monde radicalement nouveau dans lequel on est. Le meilleur bouquin qui l'explique, c'est le bouquin de Michel Serres, La petite poussette. La petite poussette, c'est pas la poussette de l'enfant, c'est cette jeune fille de 20 ans qui utilise ses pouces pour être avec son smartphone, non pas simplement comme instrument, mais comme élément de sa propre construction. Et je suis persuadé, par exemple, que la démocratie française et les démocraties vont changer, que le système de démocratie représentative va être concurrencé par de nouveaux modèles démocratiques liés à l'instauration du numérique, par exemple. Et donc, ce monde d'il y a 30 ans, ça s'accélère tellement que personne ne sait comment il sera. Merci beaucoup Hervé Morin, en tout cas merci d'avoir été notre invité politique ce matin. Tout de suite le rappel des titres avec Anaïs.